À la une, John Dramani Mahama, le président ghanéen, est arrivé ce matin à Abidjan. C'est une visite officielle de 2 jours sur invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Des questions de coopération entre les deux pays seront bien sûr abordées. La police criminelle a mis aux arrêts les membres présumés d'un gang spécialisé dans les attaques de convois d'argent. Ils auraient emporté 50 millions de nos francs après l'attaque de magasins de vente et d'achat de produits agricoles. Le nord du Mali a été visé cette nuit par une double attaque contre la présence internationale dans la ville de Gao. Un casque bleu de nationalité chinoise et 3 civils ont perdu la vie. Nous sommes le 1er juin, bienvenue dans le journal, vous êtes sur RTI 1. Le président ghanéen est arrivé ce matin dans la capitale économique ivoirienne. C'est une visite officielle de 2 jours sur invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qui l'a accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. John Dramani Mahama est accompagné de son épouse et d'une importante délégation d'officiels ghanéens. La Côte d'Ivoire et le Ghana entretiennent des relations diplomatiques depuis les premières années de leur indépendance. Et c'est la 3e visite d'État en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir du chef de l'État ghanéen, après celle du 5 septembre 2012 et celle du 13 mars 2014. Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Hospitalité et solidarité, 2 notions qui caractérisent le voisinage ivoiro-ghanéen. Qu'ils soient d'un côté de la frontière comme de l'autre, les ressortissants des 2 pays se sentent chez eux. Si elle est historique, cette relation fraternelle a été officialisée diplomatiquement le 15 mars 1961 par les présidents Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Kwame Nkrumah du Ghana. Acte qui sera suivi de la signature d'un traité d'amitié entre les 2 pays le 8 mai 1970. Au plan économique, la coopération est également au beau fixe. À fin 2015, les échanges globaux entre les 2 pays se sont élevés à plus de 286 milliards. 91% de ce montant représente la part des exportations ivoiriennes. Mais il y a bien mieux, la Côte d'Ivoire et le Ghana règnent sur la production mondiale de cacao, avec 60% de parts cumulées. Et pour mieux profiter de ce leadership, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait cette proposition à son homologue ghanéen récemment. Aujourd'hui, le paysan ivoirien, le planteur, a donc 1000 francs le kilo de cacao, ce qui ne s'est jamais produit en Côte d'Ivoire. Et du coup, la production ivoirienne aujourd'hui à 1 800 000 tonnes, 40% de la production mondiale. Le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent ensemble plus de 60% de la production mondiale. Peut-être que, Monsieur le Président, si nous arrivons à faire du beurre et de la pâte de cacao, nous pourrons créer un genre d'OPEP chocolatier. Mais reste le litige sur la délimitation de la frontière maritime survenue en septembre 2014. Si les 2 parties attendent le verdict du tribunal international du droit de la mer prévu en 2017, elles n'écartent pas pour autant la possibilité d'un règlement amiable. Nul doute que ce sujet sera au cœur du huis clos prévu entre les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama le mercredi 1er juin au palais présidentiel. Poursuivons avec un communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 31 mai 2016 à la mise en place d'un comité d'experts. Ce comité d'experts composé de spécialistes du droit est chargé de lui faire des propositions dans un délai d'1 mois. Il comprend M. Ouraga Obou-Boniface, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, président du comité d'experts. M. Aka Joseph, docteur en droit public. M. Sissé Ibrahim Bakongo, docteur en droit privé, conseiller spécial à la présidence de la République, chargé des affaires juridiques et institutionnelles, commissaire du président de la République. M. Djomande Aboubakar Sidiki, docteur en droit public. M. Kambile Sanson, magistrat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, commissaire du président de la République. M. Kobo Pierre Claver, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques. Madame Kofi Annick, docteur en droit public. Madame Kone Assata, épouse Silué, docteur en droit privé. Monsieur Meledj Djedjro, professeur agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques.
Madame Tano Yolande, professeure agrégée de droit privé. Dans l'intervalle, le chef de l'État entreprendra une série de consultations avec l'opposition politique, la Chambre des rois et chefs traditionnels, les chefs religieux et les représentants de la société civile pour recueillir leurs contributions. Les résultats de ces consultations seront transmis au comité d'experts en vue de proposer au président de la République un texte à soumettre à référendum pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Voilà, c'était donc le communiqué de la présidence de la République sur le comité d'experts pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et nous écoutons maintenant Ouraga Obou Boniface, président du comité. Je voudrais personnellement remercier Monsieur le Président de la République pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la présidence de ce groupe d'experts chargé de doter la Côte d'Ivoire d'un avant-projet de constitution. Je voudrais aussi surtout remercier Monsieur le Président pour l'honneur qu'il nous fait, tous membres de ce comité, afin que nous puissions lui faire des propositions. C'est vrai, la Constitution, c'est une œuvre politique, c'est une œuvre délicate, nécessairement, comme il nous a bien instruit, elle doit prendre en compte 3 temps: le passé, le présent et le futur, pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec une constitution plus consensuelle, une constitution que les Ivoiriens peuvent magnifier parce qu'ils s'y reconnaissent. Restons sur place au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu hier le président d'Afreximbank, le vice-président d'une compagnie américaine pétrolière et le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Avec le président du Parlement burkinabé, il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara a annoncé la reprise de la préparation du sommet du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Jérôme Kofi Abola. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire plus que jamais déterminés à relancer leur coopération sous la base du traité d'amitié de 2008. C'est dans cette optique qu'une délégation burkinabé conduite par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi. Pour le chef de l'État ivoirien, cette rencontre va dans le sens du renforcement des liens séculaires et exemplaires entre les deux pays. Nous avons eu un entretien bien fourni de confiance, de renforcement des relations entre nos deux pays, entre nos institutions, et surtout que tout le monde le sait, les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des relations séculaires, des relations anciennes, et les deux pays ont en perspective de nombreux projets ensemble. Et nous sommes convenus avec le message du président Roch Kaboré que nous allons reprendre bientôt la préparation du sommet pour le traité d'amitié qui devrait avoir lieu à Yamoussoukro en fin juillet cette année. Quant au président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, il dit avoir échangé avec le président Alassane Ouattara en tant qu'émissaire du président burkinabé auprès de son aîné qui n'a de cesse d'œuvrer pour la paix et le développement de la sous-région. Ce message, c'est relancer rapidement la coopération entre nos deux pays sur la base du traité d'amitié et de coopération. Le deuxième aspect du message dont nous étions porteurs était de venir remercier le président de la Côte d'Ivoire pour sa contribution à la paix au Burkina Faso d'une manière particulière et dans la sous-région d'une manière générale. Et nous nous sommes félicités du travail accompli en Côte d'Ivoire par le président de la République pour la relance économique de ce pays post-conflit. Nous nous sommes permis de lui demander de nous appuyer pour la relance de l'économie au Burkina Faso suite à notre récente histoire émaillée de difficultés économiques de tous ordres. Comme il l'a fait avec la délégation du Burkina Faso,
Le président de la République de Côte d'Ivoire s'est également entretenu avec le président de Afreximbank. Selon le patron de cet établissement bancaire, il s'agit de réitérer l'engagement de sa structure à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Nous entendons participer au développement des parcs industriels au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus également avec notre partenaire Export Trading Group qui a une expertise dans la production et la transformation de l'anacarde. Et nous entendons apporter tous les concours nécessaires pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs. Une autre personnalité reçue par le président de la République ce mardi, toujours dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, le vice-président de Anna Darko, venu faire le point de ses activités sur le sol ivoirien. Nous avons informé Son Excellence de l'avancement de nos travaux d'exploration et aussi sur nos travaux d'évaluation de notre gisement en cours. Nous travaillons à l'évaluation d'un gisement appelé PAN et lorsque nous terminons ces travaux, nous passons à nos 2 blocs voisins et nous poursuivons l'exploration avec des forages d'exploration sur ces 2 blocs. Anadarko est une compagnie américaine exerçant dans les hydrocarbures. Ce pétrogazier américain s'occupe des travaux de forage de 4 blocs, à savoir CI 103, CI 527, CI 528 et CI 529, le tout pour un investissement de plus de 180 millions de dollars. L'association féminine libanaise a bientôt 40 ans d'activité en Côte d'Ivoire et elle entend bien poursuivre ce élan de solidarité entamé depuis 1977. L'association a organisé une levée de fonds. La première dame a apporté une contribution à hauteur de 5 millions de nos francs. Mahama Traoré et Abiba Dambélé. C'est un véritable échange de bons procédés entre la première dame de Côte d'Ivoire et l'association féminine libanaise de bienfaisance El Zahra, une organisation caritative qui a toujours soutenu financièrement la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Renvoyant l'ascenseur, Dominique Ouattara a fait don de 5 millions de francs à ses sœurs libanaises de l'association El Zahra en guise de contribution à leurs prochaines actions sociales. Je vous remercie d'avoir répondu présente à notre appel, Madame Dominique Ouattara. Une dame au grand cœur, pleine d'humanité et de simplicité, luttant sans cesse en faveur des enfants du continent et célèbre à travers sa fondation Children of Africa. Les fonds récoltés lors de ce déjeuner sont destinés à 4 structures que sont la maternité ivoiro-libanaise, l'orphelinat de Benjerville, le village SOS d'Abobo et la case des enfants du plateau. Cette dynamique humanitaire vaut à l'association féminine libanaise de bienfaisance El Zahra les hommages de la première dame. Je voudrais ici vous rendre un vibrant hommage pour l'œuvre humanitaire majeure que vous accomplissez depuis la création de l'association en octobre 1977. Cela fait maintenant 39 ans que vous agissez en faveur du bien-être des plus démunis, en tendant une main généreuse à vos frères et sœurs en détresse, sans distinction de race, de couleur ou de religion. Votre action est remarquable, tant dans le fait qu'elle s'inscrit dans la durée que parce qu'elle touche différents domaines d'intervention. L'aide à l'enfance et à la scolarisation, l'assistance maternelle, la santé, l'assistance aux personnes handicapées, ainsi que diverses autres actions sociales menées en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Vous êtes un exemple admirable de solidarité, d'humanité et de fraternité. L'alliance est donc scellée entre la fondation Children of Africa et l'association féminine libanaise de bienfaisance El Zahra, une alliance au service des plus démunis. La deuxième édition du Discop Abidjan a ouvert ses portes hier mardi. La cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre a donné le top départ aux multiples activités prévues s'étaler du 31 mai au 2 juin. Christelle Menon. Pour cette deuxième édition de Discop Africa en Côte d'Ivoire, nous allons accueillir plus de 1000 participants et 450 sociétés en provenance de près de 60 pays. Discop Africa à Abidjan est devenu un vrai et grand rendez-vous des professionnels de la télévision.
Une cérémonie d'ouverture généreusement brodée de personnalités de Côte d'Ivoire, de la sous-région, du Maroc et de la Turquie, pays invité d'honneur. Toutes conscientes du caractère très stratégique de l'industrie audiovisuelle dans l'économie d'un pays. La problématique de la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique est plus que d'actualité. Au regard de l'impact de plus en plus grandissant que l'audiovisuel exerce au quotidien sur nos vies et de son poids dans la croissance économique des nations. Présidant la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a félicité la ministre de la Communication. L'ambition d'Afoussiata Bamba Lamine d'institutionnaliser le DISCOP Abidjan se concrétise. La valeur donc des transactions initiées pendant le DISCOP Abidjan en 2015 s'élève, Monsieur le Premier ministre, à 65 milliards de francs CFA. À ces 65 milliards de francs CFA de transactions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, s'ajoutent les retombées économiques et les recettes fiscales, estimées à environ 360 millions de francs CFA, qui ont été générés par un tourisme dit d'affaires des exposants et visiteurs présents à la première édition du DISCOP Abidjan 2015. Le caractère hautement stratégique de l'industrie audiovisuelle dans le tissu économique d'un pays n'est plus un secret de personne. En effet, cette industrie, à l'instar de celle des mines, du pétrole, du café et du cacao, pour ne citer que ces secteurs, génère d'importantes devises au niveau de l'économie nationale. S'agissant de la Côte d'Ivoire, nous inscrivons le développement de l'industrie audiovisuelle avec l'ensemble du secteur des services dans le processus des actions à mener pour réaliser la grande ambition du président de la République qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Entre autres actions en cours, la création d'un cadre institutionnel pour le développement des secteurs publics et privés, comme la loi de 2014 relative à l'industrie cinématographique et la révision de celle portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Autant d'actions à mener pour mettre la Côte d'Ivoire en phase avec les évolutions croissantes de l'industrie audiovisuelle. Le pays a marqué les débuts de cette industrie en Afrique, notamment à travers la fiction, et dispose toujours, sinon plus, de potentialités pour demeurer un carrefour de l'audiovisuel francophone. Vous l'avez vu tout à l'heure en image, le président du Ghana est arrivé à Abidjan ce matin et vous aurez tout à l'heure en direct sur RTI 1 la cérémonie officielle de cette visite en Côte d'Ivoire. L'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est rendu dans les locaux de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme. Il est allé s'informer de l'évolution de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Serge Coléa. Face à face, expert indépendant de l'ONU, CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Mohamed Hayat et l'équipe de Namizata Sangaré ont échangé sur des sujets d'actualité. Le foncier rural, la révision de la Constitution, les facturations de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, les récents événements de Bouna, le phénomène des microbes sont quelques-uns des sujets abordés. Nous avons échangé effectivement sur l'opération Épervier avec l'expert, que nous saluons à sa juste valeur. Nous espérons que ces enfants bénéficieront d'un programme de réinsertion, n'est-ce pas, dans le tissu social. Il faut noter des bons points dans la gestion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, comme l'a signifié la commission à l'expert indépendant de l'ONU. Pour autant, les mauvais points n'ont pas été omis. La commission connaît quelques difficultés dans son fonctionnement et elle sollicite le soutien de Mohamed Hayat et de l'ONU. Cette institution devrait être plus indépendante, qu'on devrait lui donner les moyens de travailler pour pouvoir assumer sa responsabilité pour faire avancer le dossier des droits de l'homme dans ce pays. Selon la présidente Namizata Sangaré, pour l'efficacité de la CNDHCI, des commissions régionales seront bientôt installées. Cette réunion avec l'expert de l'ONU précède l'atelier de début juin au terme duquel la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire entend faire des propositions au gouvernement sur la question du terrorisme. Ce mercredi marque le deuxième jour du procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo comparée à nouveau devant la cour d'assises d'Abidjan. Déjà condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, elle est poursuivie cette fois pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ses avocats ont tenté de convaincre la Cour de l'acquitter en vain. La Cour d'assises a décidé de poursuivre l'affaire.
La police criminelle vient de mettre aux arrêts les membres présumés d'un gang spécialisé dans les attaques de convois d'argent et de commerçants fortunés. Ils auraient emporté 50 millions de nos francs après l'attaque de magasins de vente et d'achat de produits agricoles. Abou Sanogo. Ce gang serait spécialisé dans les attaques de convois de capitaux et de riches commerçants. Composé de repris de justice, il aurait perpétré plusieurs attaques à main armée à Abidjan et à l'intérieur du pays, faisant du coup plusieurs victimes. De fortes sommes d'argent auraient été emportées par ce gang. Exploitant des informations bien recoupées, la direction de la police criminelle a réussi à interpeller 4 membres de ce gang et saisir 2 pistolets automatiques, 299 munitions de différents calibres, 13 chargeurs, une paire de menottes et un complet de treillis militaires ainsi que 2 brassards de sécurité et des amulettes. Déjà le 14 décembre 2015, sous la menace de leurs armes, ils auraient attaqué un commerçant dans son magasin de vente et d'achat de produits agricoles domicilié à Daloa et emporté la somme de 50 millions de francs CFA. À Adjamé, un autre commerçant venu faire des encaissements s'est vu être dépossédé de la somme de 3 millions de francs CFA. Et le 1er mai dernier, toujours à Adjamé, cette fois au quartier Saint-Michel, le même gang aurait emporté la somme de 900 000 francs CFA après avoir attaqué une boutique. Interrogés, ils ont reconnu les faits. Vraiment, j'ai du regret aujourd'hui et c'est pour cela que j'ai demandé pardon au capitaine pour qu'il puisse avoir pitié de moi. C'est moi qui ai appelé lui, mais ils n'ont pas chitré. Je ne sais pas combien ils sont gagnés, mais moi, il m'a donné 1 million. Tu l'as appelé pourquoi? On dit il y a l'argent là-bas, on n'a qu'à venir baraquer. Certains de leurs acolytes sont en cavale, mais ceux interpellés seront conduits devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Le projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables de l'Ouest a été mis en place par le gouvernement ivoirien et l'État japonais à travers un don d'environ 1500 milliards de nos francs. Après plus de 2 ans d'exécution, une mission tripartite de supervision, Banque mondiale, ambassade du Japon, gouvernement de Côte d'Ivoire, vient de sillonner les régions bénéficiaires. F. Boué pour le reportage. Lancé en février 2014, le projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables de l'Ouest, dénommé PRISE, a atteint sa vitesse de croisière. Une mission conjointe Banque mondiale, ambassade du Japon, gouvernement de Côte d'Ivoire est déployée sur le terrain pour s'imprégner des réalités. Cette mission débute avec une séance de travail à la préfecture de Mans avec les différentes populations, l'ensemble des partenaires de mise en œuvre du projet et les bénéficiaires. Les témoignages sont édifiants. Maintenant, j'ai payé congélateur, je paie un peu. C'est dans ça que j'ai nourri mes enfants, c'est dans ça aussi j'ai nourri mes familles. C'est dans ça aussi je suis heureuse. Si ce n'était pas à cause des prises, c'est que j'ai mouru dans galère. Aujourd'hui, quand vous me regardez vraiment, je dis ça va. Parce que grâce à vous, mes enfants sont à l'école. Grâce au Japon, on me dit, j'emploie au moins 2 jeunes. J'ai pu construire ma maison de 3 pièces. Je suis dedans. Donc je remercie le gouvernement. Que de résultats probants, les bénéficiaires visités sur le terrain dans les départements de Mans et de Biancouma ne disent pas autre chose. Grâce à PRISE aujourd'hui, j'ai pu me construire une maison que je vais bientôt habiter. Je peux subvenir à mes besoins, contribuer aux dépenses de la maison, scolariser mes enfants. Conditions de vie améliorées, cohésion sociale renforcée, c'est un satisfait général. Le plus important, véritablement, c'est que les gens qui sont en situation de vulnérabilité n'attendent pas beaucoup. Ils demandent juste un élément symbolique initial pour pouvoir démarrer, pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir avoir de l'espoir dans la vie. Et souvent, ce sont des ressources modiques, mais essentielles, qui leur permettent de s'organiser autour de leur plan d'affaires pour pouvoir s'en sortir. Ce projet tient la cohésion sociale, surtout après la crise. Donc je suis vraiment content de constater les résultats concrets. Une belle expérience pour la question de l'emploi. L'enveloppe allouée de près de 1,4 milliard de francs CFA pourrait être revue à la hausse. Une insuffisance, c'est le montant. Le projet, c'est vrai que ça peut être 1,4 milliard, 1,5 milliard. Et c'est là peut-être la réflexion qu'on doit faire avec l'État et les autres partenaires. Le projet PRISE cible 8000 bénéficiaires des régions du Tonkoui, du Cavalier, du Guémon et du Bafing. Il est mis en œuvre par l'organisme international IRC sous la supervision du Bureau de coordination des programmes emploi, BCP Emploi.
L'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny s'intéresse à la culture du riz dans le cadre de ses activités de recherche. Une centaine d'hectares de terres villageoises font l'objet d'un projet expérimental en la matière. Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, chaque habitant consomme 60 kg de riz par an, ce qui fait de cette céréale la denrée la plus consommée. La production annuelle du pays est de 600 000 tonnes pour des besoins réels qui dépassent les 1 500 000 tonnes dans l'année. Des données qui obligent le pays à multiplier les initiatives pour élever sa production. Le Programme national d'investissement agricole PNIA en fait d'ailleurs une priorité. À côté, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, dans le cadre de la recherche, s'intéresse au riz. À cet effet, les villages riverains de Diakro, Alangba et Nguessankro offrent à l'INPHB 100 hectares de terre pour la riziculture. Des chercheurs et des étudiants vont y mener des expériences en vue d'accroître la production de riz, mais également de soutenir ces communautés villageoises. L'idée, c'est d'aider les chercheurs de l'INP à aménager le périmètre rizicole, à produire du riz de façon intensive, ce qui permettra aux paysans d'avoir de la nourriture pour leur consommation, mais aussi de commercialiser une partie. Ceci permettra aussi aux enseignants de faire la recherche sur ces périmètres et aussi aux étudiants d'aller faire leur apprentissage. Les communautés villageoises, heureuses de soutenir ce projet. Nous sommes prêts à céder nos terres pour travailler, pour réduire le taux de banditisme dans nos villages. Pour ce projet de développement et d'innovation de la riziculture, des partenaires comme l'Université Mohamed V du Maroc et Africa Rice vont apporter leur soutien. Africa Rice va accompagner, Africa Rice va apporter des technologies, nous allons également apporter le savoir-faire, les relations, les pratiques culturelles, etc. Je crois qu'également le système d'information, nous avons un système d'information assez performant. En plus de la riziculture, l'INPHB est présent dans l'élevage de bovins. Direction l'Inde avec une nouvelle pour le moins effrayante. Une personne contracte le sida par transfusion sanguine tous les 2 jours à New Delhi, selon un rapport public compilé grâce aux déclarations volontaires des victimes. Ce sont plus de 2000 personnes qui ont été contaminées par le virus du sida suite à des transfusions sanguines pendant les derniers 17 mois. Selon la loi indienne, chaque unité de sang reçue doit être testée, mais ces examens coûtent cher et beaucoup d'hôpitaux du pays n'ont même pas la capacité technique de les réaliser. Hier, 31 mai, c'était la journée mondiale anti-tabac. Chaque année, le tabagisme tue 5000 personnes ici en Côte d'Ivoire. L'ONG Aidons-les est allée vers les populations de la commune d'Abobo, PK18, pour les sensibiliser sur les conséquences de la consommation du tabac. Doigt de laser. Une personne décède chaque 2 heures des maladies liées au tabagisme dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, le tabagisme est à l'origine de 5000 décès enregistrés par an. Un chiffre alarmant qui interpelle les autorités sanitaires et organisations de lutte contre le tabagisme à intensifier les campagnes de sensibilisation. Dans la commune d'Abobo, l'ONG Aidons-les fait du porte-à-porte pour freiner ce fléau. Une population sans tabac, objectif visé par cette organisation. Nos enfants, quand ils s'en vont souvent à l'école, ils vont rester quelque part dans le fumoir. Ils n'arrivent même plus à prendre le chemin de l'école. La fête des mères, c'était ce dimanche 29 mai, mais les mamans continuent d'être célébrées pendant toute cette semaine. Nous vous proposons des images de la fête des mères dans différentes villes et communes de la Côte d'Ivoire. L'association Sport Plus a réuni ses membres au quartier Niangon pour célébrer cette journée spéciale. La présidente de cette organisation regroupant les femmes de divers secteurs d'activité a rappelé le rôle des femmes dans la construction de la Côte d'Ivoire. Fatoumata Sidibé soutient qu'elle veut faire plus pour le bien-être de leur famille. C'est pourquoi elle sollicite une assistance plus accrue pour leur autonomisation financière. En remettant les présents aux femmes, David Mondui, parrain de la cérémonie, les a invités à souscrire au FAFSI et à s'inscrire pour la couverture maladie universelle pour leur bien-être. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin la célébration des mères à Yopougon-Niangon. Bouaflé, capitale de la Maraoué, a rendu hommage aux femmes de la région. Venues des 5 départements et sous-préfectures de la Maraoué, elles ont pris part à la fête des mères initiée par le ministre Charles Kofi Dibi. 1000 au total, chacune a reçu un complet d'épargne. Une façon pour l'initiateur de saluer la bravoure et la combativité des femmes de la région. À cette cérémonie,
se sont joints deux fils de la Marawi, les internationaux Wilfried Bony et Salomon Kalou. Ils promettent œuvrer aussi à l'autonomisation des femmes de la région. Un match de football dit d'union et d'amour les a opposés sous le regard heureux des internationaux ivoiriens du ballon rond. Le député Joseph Bony a mis du baume au cœur des mamans de Tia Salé. Pour les magnifier en cette période de fête des mères, il leur a offert plus d'une centaine de complets de paille. Pour l'honorable Joseph Bony, la femme doit être valorisée car elle est l'élément essentiel pour l'harmonie et l'équilibre de la société. Il a donc invité les mamans de sa circonscription à veiller au bien-être de la communauté. Face à cette marque de considération, la porte-parole des bénéficiaires a traduit toute sa gratitude aux donateurs. Voilà, c'était donc des images de la célébration de la fête des mères dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons maintenant en direct sur RTI 1 la cérémonie officielle de la visite d'État du président ghanéen en Côte d'Ivoire. Dans différentes villes de la Côte d'Ivoire, nous vous proposons maintenant en direct la cérémonie officielle de la visite en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici ce jour pour célébrer l'amitié et la coopération entre deux peuples frères. Amitié et coopération lancées depuis les pères fondateurs et qui se poursuivent aujourd'hui avec à leur tête leurs deux personnalités les plus illustres. J'ai nommé Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République sœur du Ghana, qui effectue depuis ce matin une visite officielle de 48 heures en terre ivoirienne, accompagné, bien entendu, de son épouse, Mme Lordina Dramani Mahama. Deux temps forts marqueront la cérémonie de ce midi, qui s'articulera autour de la signature d'un projet de convention cadre, suivi de la conférence de presse conjointe des deux chefs d'État. Pour la signature donc de la convention cadre pour la réhabilitation et les dédoublements du pont de Noé et Loubo et l'aménagement de la voie d'accès au pont de Noé à partir du poste frontalier de Loubo, nous invitons pour la partie ivoirienne M. Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, M. Koné Adaman, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la partie ghanéenne, le signataire est M. Isaac Adjeyi Mensa, vice-ministre chargé des routes et des autoroutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Le protocole d'État l'annonçait à l'instant. Et pour commenter ce cérémonial, je suis en compagnie de M. Kaziri André, chargé d'études à la sous-direction Afrique de l'Ouest, direction Afrique subsaharienne, océan Indien, à la direction générale de la coopération bilatérale. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur cet accord? Il faut indiquer que le projet de convention cadre prévoit le financement, d'une part, de la réhabilitation du pont déjà existant et d'autre part, la construction d'un nouveau pont en amont du premier. Oui, le projet de convention. Ce projet va élargir la voie d'accès à partir du poste frontalier de Loubo sur une longueur de 640 mètres. Il vise ainsi la supervision conjointe des travaux et sera suivi ultérieurement d'une convention portant sur l'exploitation et l'entretien conjoint de l'ouvrage. C'est un seul projet, une seule signature? Oui, c'est une seule signature. À part ce projet, il n'y a pas un autre projet. Il n'y a pas d'autres projets, mais il y a plusieurs accords qui ont déjà été signés entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.
Oui, nous avons plus de 10 accords. Ils sont au nombre de 16. Oui, si vous le permettez, peut-être quelques accords. Oui. Il y a d'abord l'accord portant établissement des relations diplomatiques du 15 mars 1961. Il y a l'accord relatif au transport aérien de 26 mai 1964. Accord sur la réouverture de la frontière Ghana-Côte d'Ivoire du 14 mai 1966. Et puis le traité d'amitié, comme vous venez de le dire, du 8 mai 1970, entre autres. Et les personnes et contribuera, à n'en point douter, à soulager nos deux populations. Est-ce qu'on peut parler des différents accords en matière agricole? Parce qu'on sait que les deux pays représentent 60% de la part cumulée de production de cacao au plan mondial. Oui, mais dans le domaine agricole, nous n'avons pas d'accord. Seulement les deux pays ont décidé de créer une genre de bourse du café et du cacao. Ce sera l'OPEP du cacao, voilà, comme le disait le président Alassane Ouattara. C'est exact. Et puis, en matière de commercialisation, de fédérer leurs efforts. Et aussi concernant les prix, l'amélioration de, comment on appelle ça, les conditions des travailleurs dans le secteur, en améliorant les prix du café et du cacao. Voilà, je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire et le Ghana au plan économique règne sur la production mondiale de cacao avec 60% de part cumulée, oui. Ce qui a fait dire au président Alassane Ouattara, on en parlait au cours du CO Forum, que la Côte d'Ivoire et le Ghana pourraient former une sorte d'OPEP du cacao, faisant allusion à l'organisation des pays producteurs de pétrole. Voilà, donc après Kwame Nkrumah et Félix Houphouët-Boigny en 1961, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama écrivent une nouvelle page des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana ce 1er juin 2015. Le président de la République du Ghana effectue depuis ce mercredi une visite officielle de 48 heures en terre ivoirienne, une visite pour renforcer les relations diplomatiques, économiques et surtout les liens d'amitié et de fraternité qui unissent ces deux pays frères qui partagent 2 frontières terrestres et une maritime avec quelques petits problèmes. Bon, problème, je ne dirais pas, parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana, comme vous venez de le dire, sont des pays frères, des peuples frères qui ont la communauté de destin, qui partagent la frontière, la même culture. Donc nous sommes des frères. Les interventions de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et celle de son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, suivi bien sûr d'un bref échange avec la presse. Donc ce problème se trouve au tribunal et parallèlement à ça, les deux chefs d'État négocient. Monsieur le Président. Parce qu'ils privilégient la solution amiable. Voilà. Notre consultant, M. Kazeri, parlait du litige sur la délimitation de la frontière maritime. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire à l'occasion de votre visite officielle, de la visite officielle que vous effectuez dans notre pays. Je voudrais vous dire à quoi bas. Vous êtes chez vous ici. Bienvenue à Madame la Première Dame Lordina Mahama, ainsi qu'à l'importante délégation qui vous accompagne. J'aimerais vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence à nos côtés au lendemain de l'attaque terroriste survenue à Grand Bassam en mars dernier. Je voudrais vous remercier également pour la solidarité, les engagements fraternels que le peuple ghanéen, à travers vous, a exprimés au peuple ivoirien en cette douloureuse occasion. Je tiens également, Monsieur le Président, à vous remercier chaleureusement et fraternellement d'avoir participé au CIOM Forum pour Africa,
qui s'est tenu le 26 mars 2016 à Abidjan. J'en profite pour saluer votre remarquable contribution au panel de chefs d'État auquel nous avons participé tous les deux. Monsieur le Président, votre visite témoigne de la qualité des liens séculaires et historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples frères. Au cours de nos échanges, nous avons abordé la situation en Côte d'Ivoire et au Ghana, ainsi que les opportunités de coopération et de renforcement des liens entre nos deux pays. Bien sûr, dans des dossiers prioritaires tels que la sécurité, l'économie et la diplomatie. En ce qui concerne la situation en Côte d'Ivoire, comme vous avez pu le constater, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la sécurité. La décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de lever immédiatement les sanctions et l'embargo, ainsi que la fin de la mission de l'ONUCI prévue en avril 2017, atteste de cette stabilité retrouvée. La réconciliation nationale et la cohésion sociale sont réelles et palpables dans le quotidien des Ivoiriens. Nous avons également démarré les préparatifs en vue de l'organisation du référendum constitutionnel et des élections législatives. J'ai procédé hier, mardi 31 mai, à la mise en place d'un comité d'experts chargé de me faire des propositions en vue de l'élaboration de la Constitution de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Notre objectif est de doter notre pays d'une constitution moderne qui tienne compte des droits et devoirs de tous les citoyens. Une constitution impersonnelle qui rassemble les Ivoiriens et qui apporte la stabilité à notre pays sur de nombreuses années. Au plan économique, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 9% depuis 5 ans. Et les perspectives à moyen terme et à long terme sont solides. La réunion du groupe consultatif que nous avons tenue récemment a permis de lever plus de 15 milliards de dollars auprès des partenaires multilatéraux publics et environ 18 milliards de dollars auprès des partenaires privés pour le financement de projets dans de nombreux secteurs. Monsieur le Président, au plan bilatéral, je voudrais saluer le dynamisme de la coopération entre nos deux pays. Je souhaite les voir s'intensifier davantage, bien évidemment. C'est pourquoi je me félicite de la bonne progression des échanges commerciaux entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ont atteint près de 300 milliards de francs CFA en 2015. Cependant, il nous faut augmenter et diversifier davantage les échanges commerciaux entre nos deux pays, notamment dans le secteur du cacao, dont nos deux pays sont les principaux producteurs mondiaux. Je voudrais également vous exprimer toute ma gratitude pour le soutien et l'action du Ghana en faveur des réfugiés de la crise post-électorale établie au Ghana. Et je vous remercie de l'accueil qui a été réservé à la délégation qui a visité les réfugiés ivoiriens au Ghana il y a juste quelques jours. Le gouvernement ivoirien continuera de travailler au retour cette année de la majorité des 11 000 personnes réfugiées au Ghana, car les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles puissent revenir en Côte d'Ivoire et reprendre leur vie et leurs activités. Monsieur le Président, nous avons aussi, au cours de nos échanges, évoqué la question de la frontière maritime Côte d'Ivoire-Ghana et nous nous sommes engagés à trouver une solution négociée juste et profitable à nos deux pays dans le cadre des discussions en cours au tribunal de la mer.
En ce qui concerne les questions internationales, nous avons pu faire un tour d'horizon, notamment la prochaine réunion de la CEDEAO, prévue à Dakar en fin de semaine, ainsi que la situation sécuritaire dans la sous-région. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, vous remercier, ainsi que la forte délégation qui vous accompagne, d'avoir fait le déplacement. Comme je le disais d'entrée, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes chez vous. Bienvenue, Monsieur le Président, et merci de votre séjour. Voilà, Monsieur Kaziri, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce discours très rapidement? Oui, le discours du président est un discours rassurant. La paix est revenue en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, chers frères, au nom de ma délégation et au nom de la Première Dame, Madame Lordina Mahama, je voudrais vous remercier pour votre invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu dès notre arrivée. Vous êtes certainement une inspiration pour nous tous. Vous êtes l'un des leaders les plus respectés de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire de l'Afrique. Et nous sommes toujours heureux de pouvoir bénéficier de vos conseils et de votre expérience. Comme il a été dit ce matin, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont comme des jumeaux nés de la même mère. Et si vous regardez la démographie de nos deux pays en termes de population, en termes de culture, en termes d'économie, il y a tant de similitudes entre nous et cela nous donne une plateforme parfaite pour continuer de travailler à rapprocher nos pays et intégrer nos peuples. Nous collaborons depuis de très nombreuses années. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont entretenu des relations diplomatiques excellentes au cours des années et nous espérons que ces relations diplomatiques vont se renforcer à travers les contacts interpersonnels. Les gens doivent pouvoir voyager d'un pays à l'autre sans tous les goulots d'étranglement qui entravent le commerce entre nos deux pays. Nous pouvons faire davantage en termes de commerce, d'échanges commerciaux. Si nous mettons certaines choses en place, nous pourrions relever le niveau des échanges économiques entre nos deux pays et nous allons continuer de travailler dans ce sens. Dans les échanges que nous avons eus ce matin, nous avons parlé de plusieurs questions qui peuvent être à l'avantage des deux pays. Nous avons parlé des relations bilatérales, mais nous avons aussi parlé des questions sous-régionales au niveau de la CEDEAO et nous avons parlé de notre union continentale, l'Union africaine. L'une des questions essentielles dont nous avons parlé, je ne vais pas revenir sur ce dont le président Ouattara a déjà parlé. L'une des choses dont nous avons parlé, c'est de continuer de parler du corridor Abidjan-Lagos et nous nous sommes accordés qu'il fallait avoir une réunion en marge de cette réunion de la CEDEAO, une réunion des 5 pays du corridor pour faire avancer ce projet, parce que nous croyons qu'un corridor, une autoroute de Lagos à Abidjan serait une avancée importante de notre intégration parce que cela va permettre aux populations de voyager sur la côte occidentale de l'Afrique. Comme le président Macky Sall l'a dit, cette autoroute ne devrait pas s'arrêter à Abidjan, elle devrait se poursuivre jusqu'à Dakar. Monsieur le Président, je voudrais vous exprimer notre gratitude pour la chaleureuse coopération en termes de sécurité et de renseignement. Je voudrais à nouveau exprimer la solidarité du peuple du Ghana par rapport à cette attaque.
que vous avez subi à Grand-Bassam. Nous croyons que toute attaque de la Côte d'Ivoire est une attaque contre le Ghana parce que nos pays sont intimement liés. Ainsi donc, nous allons continuer de travailler ensemble pour que la stabilité s'installe dans toutes les parties de notre sous-région, parce que l'instabilité dans une partie de la sous-région pose un problème de sécurité dans les autres parties. Nous allons donc travailler pour que la stabilité s'installe. Au Mali, la Guinée-Bissau est aussi un sujet de préoccupation et nous allons continuer de travailler pour la stabilité de la Guinée-Bissau. Concernant les réfugiés ivoiriens au Ghana, nous les avons rassurés, disons que les choses se sont normalisées en Côte d'Ivoire et ceux d'entre les réfugiés qui sont déjà rentrés ont vu leurs biens restaurés et nombre d'entre eux ont repris leur travail. Donc, il n'y a donc plus rien qui empêche ceux qui sont encore en situation de réfugiés de rentrer. Nous les rassurons qu'ils n'ont rien à craindre à leur retour. Nous allons donc poursuivre ces efforts ensemble. Nous voudrions vous remercier pour la coopération au niveau de l'énergie. Le Ghana a subi une crise de l'énergie et la Côte d'Ivoire, en bon frère, a toujours été là quand nous étions confrontés à des défis. Nous avons envoyé à plusieurs reprises notre ministre de l'Énergie, de l'Électricité ici, et chaque fois qu'il a fait des requêtes concernant l'approvisionnement en électricité, vous avez toujours été là. Et nous croyons qu'à travers la coopération au niveau de l'énergie, nous pouvons réaliser une sécurité énergétique pour nos deux pays. De notre côté, si nous avons un surcroît de production, nous allons nous assurer aussi de l'exporter vers vous. Nous allons donc continuer de travailler de manière bilatérale. Nous avons aussi discuté des questions maritimes de manière amiable entre frères et nous espérons parvenir à des solutions équitables pour tous. Concernant l'accord de partenariat économique, nos deux pays ont signé avec l'Union européenne ce partenariat et nous espérions pouvoir négocier un accord à l'échelle de la CEDEAO, mais malheureusement, en raison de la non-signature de cet accord par le Nigeria et la Gambie, la Côte d'Ivoire et le Ghana doivent prendre des mesures transitoires pour que nos économies ne souffrent pas, tout en continuant de travailler pour parvenir à un accord au niveau sous-régional qui pourrait faire avancer l'intégration régionale. Le Ghana est encouragé par les progrès de la Côte d'Ivoire en termes de stabilisation de l'économie, en particulier eu égard au taux de croissance que vous avez réalisé, qui est très inspirant. Et le président Ouattara n'a pas cessé de me conseiller eu égard à notre programme avec le FMI. Notre économie se stabilise, la monnaie se stabilise, l'inflation baisse et nous commençons à voir une reprise de la croissance. Et je crois que une nation ghanéenne et une nation ivoirienne économiquement stables peuvent renforcer la croissance des deux pays. Merci pour cela. Nous avons échangé de même concernant les questions mondiales. Et je voudrais assurer le président Ouattara que le Ghana va appuyer tout désir et toute décision de la Côte d'Ivoire
d'être membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous avons eu une visite très réussie. L'un des sujets sur lesquels nous avons signé un accord, c'est de renforcer le renforcer le pont entre Noé et Lubo pour accroître la circulation entre nos deux pays. Et nous espérons une exécution diligente de cet accord. Nous avons également abordé la possibilité, et nous allons continuer de discuter à ce sujet, c'est de prolonger, de faire passer le temps de fermeture de nos frontières à 22 heures, de 18 heures à 20 heures, pardon. À nouveau, Monsieur le Président Ouattara, permettez-moi de vous remercier pour votre leadership, votre encouragement. Et je veux vous assurer que le Ghana et la Côte d'Ivoire vont continuer de collaborer comme des frères pour le bénéfice mutuel de nos deux pays. Merci beaucoup. Voilà, un discours très fort. Monsieur Kaziri, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les enfants d'un même père et d'une même mère. Surtout, ce sont des jumeaux nés de la même mère. Y a-t-il des questions pour le président Mahama? Et les deux présidents ont mis l'accent sur leur volonté commune de coopérer. Je crois qu'ils ont faim, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Voilà. Concernant la délimitation de la frontière maritime, les deux présidents ont dit des paroles fortes. Le président Alassane Ouattara a parlé de solutions négociées. Le président Mahama de règlement de manière amiable. Donc cela veut dire, cela augure des lendemains meilleurs. Des lendemains meilleurs, et dire que ce conflit, en fait, ce contentieux n'est pas un contentieux qui est de nature à entacher les relations excellentes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Voilà. Et le président ghanéen a estimé également que le corridor Abidjan-Lagos devait être réalisé très rapidement. Oui. De même que l'autoroute. Oui. Pour rapprocher ces capitales-là, afin de renforcer le commerce, la fluidité, la libre circulation des personnes et des biens. Et le président ghanéen aussi a demandé de faire passer l'heure de fermeture des frontières de 18h à 20h. Voilà. Et au plan diplomatique, le Ghana va soutenir la Côte d'Ivoire à être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que cela signifie? Cela, pour nous, est très important quand on sait que l'Afrique est confrontée à pas mal de problèmes de sécurité, de terrorisme. Cela est très important parce que c'est au Conseil de sécurité que toutes les décisions se prennent. Et nous pensons que si la Côte d'Ivoire est membre, cela va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un poids. Un poids plus important. Voilà, Monsieur Kaziri, je donne la suite du programme. Dans cet après-midi, le président John Dramani Mahama est attendu à l'hôtel du district pour recevoir les clés de la ville d'Abidjan, les clés